Monsieur le maréchal, en mai et juin 1940, la France vit l'une des défaites les plus rapides et les plus brutales de son histoire. Comment en est-on arrivé là? Que s'est-il passé pour qu'une puissance telle que la France soit écrasée en seulement 6 semaines par l'Allemagne nazie? Mademoiselle, il faut comprendre que la France, en 1940, n'était pas prête pour cette guerre, ni sur le plan militaire, ni sur le plan moral. Après la Première Guerre mondiale, la France était épuisée, saignée à blanc. Nous avons misé sur une défense statique avec la ligne Maginot, pensant que cela nous protégerait. Mais la guerre a changé. L'Allemagne avait une armée moderne, disciplinée, avec des tactiques nouvelles, la Blitzkrieg. Elle a frappé vite et fort, et nous n'étions pas préparés. Mais il y avait aussi une dimension politique et psychologique, non? La France était divisée à l'intérieur, avec un gouvernement faible et un peuple épuisé. Pensez-vous que cela a contribué à l'effondrement rapide? Absolument. Le pays était divisé politiquement, et ces divisions affaiblissaient notre réponse à la menace allemande. Depuis les années 1930, la France traversait des crises politiques constantes. La montée des ligues d'extrême droite, le Front populaire, les grèves, cela a fracturé l'unité nationale. Ajoutez à cela la peur d'une nouvelle guerre, après les horreurs de 14-18, et vous avez une nation qui manque de volonté pour se battre. Quand les Allemands ont envahi en 1940, la désorganisation politique et la lassitude morale ont rendu la défaite inévitable. Certains, comme le général de Gaulle, soutenaient pourtant qu'il était encore possible de résister, que la France pouvait se redresser si elle modernisait ses stratégies militaires. N'y avait-il vraiment aucune autre option? De Gaulle, oui, il pensait qu'il pouvait encore y avoir un sursaut, mais il était loin des réalités du terrain à ce moment-là. En juin 1940, l'armée française était en ruine. Sur le plan militaire, notre matériel était dépassé. Sur le plan moral, les soldats étaient démoralisés, épuisés. Les routes de France étaient pleines de réfugiés. Des millions de civils fuyaient vers le sud. Les villes étaient bombardées quotidiennement. La guerre était perdue. Et donc, à ce moment-là, vous pensiez que la seule option était la reddition? Ce n'était pas une question de choix. Il fallait faire face à la réalité. Prolonger les combats, c'était condamner la France à une destruction totale. Il y a des moments dans l'histoire où l'honneur doit s'effacer devant la nécessité de préserver ce qui reste. Nous devions accepter l'armistice pour sauver ce qui pouvait l'être. Parlons donc de cet armistice, signé le 22 juin 1940 à Rotonde. Beaucoup vous reprochent d'avoir pris cette décision trop rapidement, avant d'explorer toutes les options. Pourquoi avez-vous accepté si vite la défaite et la reddition? Mademoiselle, en juin 1940, la situation était désespérée. Les Allemands étaient à Paris. Notre armée était en grande partie anéantie ou capturée, et le gouvernement était paralysé. Chaque jour, des milliers de civils étaient tués ou blessés dans les bombardements. Il fallait choisir, continuer la guerre et condamner la France à la destruction ou signer l'armistice pour préserver l'essentiel. J'ai fait ce que je pensais être mon devoir envers la nation. Certains, comme le général de Gaulle, pensaient qu'il fallait continuer la guerre depuis l'Empire colonial ou en s'alliant à l'Angleterre. Pourquoi ne pas avoir tenté cette voie? De Gaulle était un homme de courage, mais il ne voyait pas les choses de manière réaliste à ce moment-là. Continuer la guerre depuis l'Afrique ou Londres signifiait abandonner la France elle-même. Nous n'avions plus les moyens de résister, ni militairement, ni politiquement. Le gouvernement était en déroute, la population affamée et terrorisée. Partir en exil, c'était abandonner la France à l'ennemi, et cela, je ne pouvais l'accepter. Vous parlez de protéger la France, mais signer l'armistice a entraîné l'occupation de la moitié du pays par l'Allemagne et a créé un climat de collaboration avec le régime nazi. Pensez-vous que cela a vraiment été dans l'intérêt de la France? L'armistice, c'était éviter la destruction totale. L'Allemagne avait exigé la création d'une zone occupée, mais nous avons pu conserver une partie du territoire sous notre contrôle, avec le régime de Vichy. La collaboration, telle que je la concevais, n'était pas une soumission, mais un moyen de préserver ce qui restait de la France. Il s'agissait de négocier, de limiter les exigences allemandes tout en maintenant une certaine autonomie. C'était un compromis difficile, mais nécessaire. Le régime de Vichy que vous avez mis en place après l'armistice a toutefois été fortement critiqué. Vous avez collaboré avec l'Allemagne, instauré une politique de répression contre les résistants et mis en place des lois antisémites. Pourquoi ce choix de collaborer avec le régime nazi? Mademoiselle, il faut replacer ces événements dans leur contexte. Nous étions sous occupation. Chaque décision que nous prenions à Vichy était dictée par la réalité de l'occupation allemande. La collaboration
telle que je la concevais, devait permettre à la France de survivre sous cette occupation tout en évitant de devenir un simple pion dans les mains des nazis. Ce n'était pas une soumission, mais une tentative de sauvegarder ce qui restait de notre souveraineté. Mais cette collaboration a conduit à des actions terribles, comme la déportation des Juifs et la répression des résistants. Comment justifiez-vous ces décisions? Ces événements sont tragiques, et je ne les nie pas. Mais vous devez comprendre que beaucoup de ces décisions ont été prises par Laval, qui avait plus de pouvoir exécutif que moi à cette époque. Concernant les lois antisémites, il est vrai que des erreurs ont été commises. Il y a eu des dérives que je regrette profondément. Mais nous étions sous pression constante de l'occupant, et nous devions parfois céder pour éviter des représailles encore plus graves. Céder, dites-vous. Mais cela a coûté la vie à des milliers de personnes. Pensez-vous aujourd'hui que cette politique de collaboration était la bonne voie? Avec le recul, il est toujours facile de juger. À ce moment-là, nous étions pris dans un étau. L'Allemagne avait les moyens d'écraser la France si elle le souhaitait. Mon objectif était de limiter les dégâts, de préserver autant que possible la nation française. C'était une situation impossible, et bien sûr, des erreurs ont été commises. Mais je crois sincèrement que nous avons fait ce que nous pouvions dans des circonstances tragiques. Vous vous êtes souvent présenté comme le protecteur de la France, celui qui a fait des compromis pour préserver l'essentiel. Mais à quel moment, selon vous, la collaboration est-elle devenue une forme de soumission aux exigences nazies? Mademoiselle, la frontière entre compromis et soumission est parfois ténue dans des circonstances aussi extrêmes. Mon objectif premier a toujours été de protéger les Français, de sauver ce qui pouvait l'être. Bien sûr, avec le temps, l'influence allemande est devenue plus oppressante. Ce n'était pas une collaboration d'égal à égal, loin de là. Nous étions un pays occupé, sans véritable pouvoir de négociation. Quand nous avons signé l'armistice, je pensais pouvoir maintenir une certaine souveraineté. Mais petit à petit, nous avons dû céder sur des points cruciaux, souvent contre mon gré. Pensez-vous avoir perdu le contrôle de la situation à un moment donné? Par exemple, la nomination de Laval, vos relations avec les Allemands? Est-ce que le régime de Vichy vous a échappé? Il est vrai que certaines décisions ont été prises sans mon accord direct. Laval, par exemple, était un homme ambitieux, qui voyait dans la collaboration un moyen d'exercer son influence. Il a mené des politiques qui ne reflétaient pas toujours ma vision des choses, mais à ce stade, l'Allemagne dictait de plus en plus ses conditions. Je n'avais plus la même marge de manœuvre qu'au début. Donc vous admettez que, sur certaines questions cruciales comme les lois antisémites ou les déportations, vous n'aviez plus le contrôle. Ce n'est pas que je n'avais pas le contrôle, mais plutôt que la situation dépassait souvent mes intentions. J'ai tenté de protéger autant de Français que possible, de limiter les dégâts, mais l'occupation allemande était implacable. Et il est vrai que certaines décisions terribles ont été prises, parfois contre ma volonté. Je ne cherche pas à fuir ma responsabilité, mais je vous assure que j'ai agi, tout au long de ces années, en pensant au bien de la France. Après la guerre, en 1945, vous avez été jugé et condamné pour haute trahison. Beaucoup vous voient encore comme un traître, d'autres comme un homme qui a simplement fait ce qu'il pouvait pour limiter les souffrances. Avec le recul, quel regard portez-vous sur cette condamnation? Était-elle juste? Le procès, mademoiselle, était inévitable. La France sortait de la guerre, meurtrie, humiliée, et il fallait désigner des coupables. Je savais que j'en serais un, mais je ne pense pas que ce procès ait pris en compte toute la complexité de la situation. J'ai été jugé par des hommes qui n'avaient pas vécu sous la même pression que celle que j'ai subie. Ils ont vu en moi le visage de la collaboration, mais ils n'ont pas compris les dilemmes auxquels j'ai été confronté. Certains diraient que vous étiez trop proche des Allemands, que vous n'avez pas assez résisté à leurs exigences. Comment répondez-vous à cela? Ceux qui disent cela ne comprennent pas ce qu'était gouverner sous occupation. Chaque décision que je prenais devait être pesée, car une mauvaise décision pouvait entraîner des représailles dévastatrices. Il ne s'agissait pas de proximité avec les Allemands, mais d'une volonté de limiter les souffrances. Je ne pouvais pas me permettre d'agir uniquement par fierté ou par principe. Il fallait agir avec pragmatisme. Si je n'avais pas négocié, la France aurait pu être encore plus sévèrement punie. Mais à quel moment, selon vous, la limite a-t-elle été franchie? À quel moment avez-vous senti que vous ne pouviez plus maintenir ce que vous aviez promis de protéger? Il est difficile de pointer un moment précis. La guerre a évolué rapidement, et avec elle, la nature de notre relation avec l'Allemagne. Mais je dirais que, dès 1942,
Lorsque l'Allemagne a envahi la zone libre après le débarquement allié en Afrique du Nord, notre marge de manœuvre est devenue quasi inexistante. Ce fut un tournant. À partir de là, Vichy n'était plus qu'un fantôme de ce qu'il avait été. Pour conclure, monsieur le maréchal, quelles leçons tirez-vous de cette période? Que diriez-vous aux générations futures qui apprennent aujourd'hui cette partie de l'histoire? La guerre, mademoiselle, est une tragédie qui place les hommes face à des choix impossibles. Ce que je voudrais dire aux jeunes générations, c'est de ne jamais juger trop rapidement les décisions prises en temps de crise. Il est facile, avec le recul, de dire ce qui aurait dû être fait. Mais quand vous êtes dans l'œil du cyclone, les options sont rarement simples. Protéger une nation demande parfois des compromis que l'on n'aurait jamais voulu faire. Donc, vous pensez que, même avec les erreurs qui ont été commises, vous avez fait ce qui était nécessaire pour protéger la France? Je crois avoir fait ce qui était nécessaire. Oui, mais cela ne veut pas dire que j'en suis fier. Il y a des décisions que je regrette profondément. Cependant, je savais que la priorité absolue devait être la survie de la nation, même si cela signifiait faire des concessions douloureuses. Je n'ai jamais agi dans l'intérêt de ma propre gloire. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la France. Merci, monsieur le maréchal, pour cet échange. L'histoire vous juge encore, mais il est essentiel de comprendre les événements avec toute leur complexité. L'histoire est une juge impitoyable, mademoiselle. Mais comme je l'ai dit, elle doit être écrite avec la prudence de la réflexion et non avec la passion du moment.